commencé le 12 janvier dernier. Je suis Fulvio Caccia et je serai donc l'animateur de cette rencontre qui va durer aux environs de 60 minutes. Alors, je rappelle les questions techniques. Vous pouvez mettre en évidence vous-même l'intervenant qui parle en cliquant sur le coin droit supérieur. Vous pouvez également demander la parole en activant les icônes en bas de l'écran. Et avant de parler, repérez bien comment réactiver le micro qui se situe en bas à gauche. Cette table ronde sera enregistrée et mise en ligne sur notre chaîne YouTube. Si vous ne voulez pas être filmé, désactivez la caméra ou signalez-le sur le fil de la conversation à Colette Klein qui assure la régie et qui veillera à ce que tous les micros, comme elle l'a dit à l'instant, soient fermés durant la discussion. Pour ceux qui souhaitent revoir ou partager cette conférence, faites-le nous savoir sur le fil de la conversation. Je m'excuse, j'ai un instant, s'il vous plaît. Alors, excusez-moi, oui, Hans, excusez-moi. Allô? Bon. Alors, écoutez, on a un petit souci, je dois vous le dire d'emblée. Notre orateur, Hans Wiesmann, qui... Excusez-moi. Hans, oui, je suis on a commencé. Oui, allô? Ah, d'accord. Bon. D'accord. 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 Oh, très bien. D'accord. Ben, c'est très bien. Je vous laisse parce que je suis en conversation. À tout de suite. Au revoir. Bon, écoutez, alors le problème, c'est qu'il y a eu une tempête dans le Périgord et notre hôte, notre orateur qui devait communiquer, être présent parmi nous, a beaucoup de difficultés à se connecter. Et donc, ce que je vais vous proposer, c'est d'élargir le débat et faire le point entre nous. C'est comme dans un salon littéraire de l'époque. Alors, je continue mon petit laïus qui permettra, si vous voulez, d'élargir le débat d'entrée de jeu. Alors, je rappelle enfin que ce colloque est soutenu par la SOFIA, l'organisme qui gère la copie privée, ainsi que par d'autres partenaires comme la Maison d'Amérique latine, l'Observatoire européen du plurilinguisme, dont je salue le président qui va intervenir tout à l'heure, et Lingua Franca, un collectif d'écrivains, de traducteurs et de chercheurs qui promeut la littérature transnationale et que j'ai l'honneur de présider. Vous pouvez voir leurs références, on les mettra sur la ligne de la partage d'écran. Alors, nous sommes rendus à cette journée de conclusion, bon, avec les aléas que la technique nous impose. Donc, cette journée de conclusion sur ce colloque écrire entre les langues droits et devoirs de l'écrivain contemporain. La première rencontre, nous nous sommes interrogés sur les enjeux que pose une littérature mondialisée assujettie à la seule loi du marché, devenue l'arbitre unique des élégances. Pour ce faire, nous avons exploré la manière dont les langues font écho à celle de l'écrivain, afin qu'il enrichisse à son tour la langue commune. Mais est-ce encore le cas aujourd'hui? Pourquoi l'écrivain brille-t-il par son absence dans l'espace public? Comme le diagnostiquait déjà Pierre Bourdieu il y a plus de 30 ans. La société du spectacle, chère à Debord, l'aura-t-il rendu à ce point aphone, l'écrivain? Ce fut l'objet d'ailleurs de notre dernière rencontre où nous nous sommes interrogés sur l'état de sa voirie, que la globalisation économique, ce thème a été choisi à dessein, a fortement érodé puisqu'il s'est attaqué à sa chaîne de valeur et donc de son universalité. C'est aujourd'hui la Chandeleur, le jour où l'on mange des crêpes, mais où, selon une vieille tradition, l'ombre portée de la marmotte permet de deviner si l'hiver sera long. Une prévision anxieusement attendue en ces temps de pandémie où tout un chacun
sur cette planète pour la première fois dans son histoire a l'impression de vivre un hiver sans fin, comme le célèbre film éponyme. Il y aura sans doute un avant et un après, comme dans les guerres. L'année 2020 aura constitué peut-être l'année zéro, l'année de tous les dangers et de tous les recommencements. Que peut donc la littérature à cet égard? Saisira-t-elle cette occasion pour réinvestir l'espace public qu'elle a contribué à façonner, ou se contenterait-elle d'entamer son champ du cygne que peut masquer l'embellie éditoriale de ces derniers mois? Car ce péril concerne toutes les littératures. Bref, l'écrivain demain aura-t-il encore une place dans la vie collective qui exigera de lui non plus, et je cite Milan Kundera, le jamais dit, mais qu'il rende belle la répétition et aide l'individu à se confondre en paix et dans la joie avec l'uniformité de l'être. Car l'histoire de l'art est périssable. Fin de la citation. On pourrait ajouter, comme l'histoire de la liberté et comme l'histoire de la démocratie. L'histoire de l'art, donc, parlons-en. Il y a 5 ans, jour pour jour, nous recevions en présentiel, comme on dit aujourd'hui, Lamberto Tassinari, l'auteur d'un essai qu'Antoine Spire publiait dans sa collection Nouveaux Classiques et des éditions Le Bord de l'eau. Cet essai relatait la vie de l'obscur mais génial traducteur du XVIe siècle, dont les travaux admirables, il traduisit en anglais Montaigne, Boccace de l'italien et probablement Cervantes. Ces travaux admirables, doublés de travaux sur la lexicographie et les dictionnaires, lui servirent à nourrir son théâtre exceptionnel et rendre son pseudonyme mondialement célèbre. Dans l'itinéraire de John Floriot, petit-fils de Maran, italien d'origine et anglais de naissance, on peut y lire de manière cristalline toutes les étapes qui conduisent un écrivain et un traducteur à transformer un dialecte marginal, c'était le cas de l'anglais au XVIe siècle, en une langue universelle, en une langue cosmopolite. La fabrique de la langue littéraire est un artisanat qui requiert une connaissance des textes et de leur influence de manière quasi algorithmique. Parce qu'on doit escompter l'effet que cela aura. Car la littérature, bien comprise, donc la grande littérature, est sans doute le premier des algorithmes. À l'heure de la dictature qu'on leur prête aux algorithmes, il n'est pas inutile de rappeler que les grands fondateurs de littérature dite aujourd'hui nationale sont, par leur pratique éclectique, les premiers programmateurs. Ils le sont au sens propre et au sens figuré, forcés par le hasard et par la nécessité. Vous aurez reconnu ici la citation du grand Démocrite. C'est pourquoi nous avons voulu inviter Hans Wiesmann pour conclure ce cycle, puisqu'il est un des spécialistes de cet auteur de la Grèce antique. Nous l'avions invité déjà en 2019 lors du colloque dédié aux langues d'Europe. Alors, Hans nous a inspiré tout le long de cette rencontre, puisque son essai « Pensée entre les langues » décline à la fois une démarche littéraire, une démarche philosophique et une démarche scientifique. C'est à Christian Tremblay que je vais m'adresser maintenant, président de l'Observatoire européen du plurilinguisme, que Hans Wiesmann a fondé avec lui et à qui je vais demander de parler de l'Observatoire européen du plurilinguisme, notamment en ce qui concerne ses missions, ses projets et son identité.
Alors, Christian Tremblay, vous m'écoutez, vous pouvez me répondre à la question qu'est-ce que l'Observatoire européen du plurilinguisme? Bien, mais merci Fulvio. Bon, je vais faire un grand saut un petit peu sur le plan du style parce que je dirais, je vais pas évoquer les grands de la littérature, ni l'histoire même des langues, quoique on s'y intéresse énormément. Mais donc, Oui. je vais quand même présenter l'observatoire que tout le monde ne doit pas connaître. Donc, l'Observatoire européen du plurilinguisme est une association qui a été en fait créée, disons, en 2003 de 2005. Hein. Donc, un petit peu plus de 15 ans, dans un contexte historique qui est le début des années 2000 et je dirais un peu la fin de cette période qui a vu le démantèlement de l'Union soviétique et l'intégration des États d'Europe centrale et orientale dans l'ensemble européen, et plutôt dans l'ensemble, disons, atlantique. Donc, à cette époque-là, il y avait au niveau européen une très forte pression linguistique sur les institutions européennes. Et petit à petit, l'anglais était en train de prendre le dessus très progressivement sur le français. Les autres langues, elles étaient déjà, je dirais, à peu près écartées. La seule langue qui avait encore une certaine représentation dans les institutions européennes, dans le fonctionnement, en tout cas dans le fonctionnement, hein, c'était le français. Et l'intégration de ces pays simultanée, c'est important de signaler que c'était une intégration simultanée, a provoqué un véritable basculement linguistique au sein de l'Union européenne. Ce qui fait que très très vite, on s'est retrouvé avec, je dirais, une hégémonie de l'anglais tout à fait considérable, indépendamment de tout ce qui relève du journal officiel de l'Union européenne. Donc, dans la langue de travail, la langue de production, même si toutes les langues européennes ont vocation à être sont des langues officielles et ont vocation à être des langues de travail, en fait, l'anglais est devenu, pour simplifier, hein, je simplifie, à 80%, entre 80 et 90%, la langue réellement de travail et de rédaction. Je ne vais pas écouter, j'ai mis que j'y étais. Allô? Oui, je me demande, oui, si voilà vous le contexte. Essayez vos micros, si ce n'est pas le cas. Voilà donc le contexte. Mais ce contexte a beaucoup évolué. Néanmoins, ça a été la base, je dirais, de la constitution de l'Observatoire. En quelle année? Pardon? En quelle année ça a été fondé? Alors, concrètement, en fait, c'était un processus. Hein. Je présidais à l'époque une association, disons, universitaire, et on s'interrogeait sur les problématiques européennes. C'était une association universitaire européenne, et on s'interrogeait sur les problématiques européennes qu'il fallait particulièrement mettre en valeur. Et en fait, moi-même, peu de temps avant, j'avais fait une thèse largement de linguistique, et donc je leur ai proposé cette thématique. Et on a fait un tour de table, je dirais, on a cherché des partenaires. Une fois qu'on a eu une dizaine de partenaires, on a décidé de provoquer les Assises européennes du plurilinguisme, qui ont eu lieu en novembre de 2005. Exactement. Et un an après a été constitué l'Observatoire. Pendant ces assises, on a délibéré sur un projet de charte européenne du plurilinguisme. Voilà la base. Il se trouve que par rapport à Ziesman, parce que une part importante dans cette affaire, c'est qu'il venait de publier un bouquin que tu n'as pas évoqué, mais qui est L'avenir des langues, publié en 2004 par Hans Ziesman et Pierre Judet de Lacombe. Et il y avait dans ce bouquin énormément d'éléments dans lesquels nous avons puisé, notamment une conception de la langue qui nous éloignait quand même pas mal de la conception dominante de la part des linguistes qui en font, je dirais,
qui ont tendance un petit peu à restreindre la langue à un instrument de communication dans la conception Wiesmann, mais qui est également une conception qu'on va retrouver chez Noam Chomsky. La langue, c'est beaucoup plus que ça, c'est aussi, pour simplifier, un instrument de la pensée. Donc voilà. Donc je passe, voilà le contexte général dans lequel l'observatoire s'est institué. L'émission, il porte son nom et son nom est tout à fait justifié. C'est un petit peu, je dirais, si on pouvait le comparer avec l'Observatoire de la sécurité routière, on dirait qu'il est là pour observer les phénomènes, mais il n'est pas uniquement là pour les observer. L'Observatoire de la sécurité routière ne se borne pas à compter les accidents, bien évidemment. Donc, nous avons une mission de veille, principalement d'abord à la base de veille, à la fois sur le plan universitaire, tous les travaux qui pouvaient se faire à l'université, dans les universités, dans les centres de recherche, et aussi dans la presse, c'est dans la presse, dans la littérature, etc. Bien sûr, une fonction d'analyse, et ça, les assises qu'on avait inaugurées en 2005 avaient vocation à nous permettre de faire cette analyse. Donc, les assises, ce sont, je dirais, des colloques, de grands colloques avec une vocation d'information et de communication que n'ont pas généralement les colloques. Ce n'est pas uniquement de la recherche, c'est aussi une vocation politique. Et ces colloques, ces assises, on les tient régulièrement tous les 3 ans à peu près. Et on fait beaucoup de colloques avant, après, etc. Pouvez-vous m'en citer quelques-uns? Pardon ? Pouvez-vous m'en citer quelques-uns? Les derniers, par exemple, c'était quand et où? Je dirais, les assises, il y a les premières d'abord en 2005, ensuite on a fait Berlin en 2009, où on a, je dirais, présenté et proclamé la Charte européenne du plurilinguisme. Après, il y a eu Rome, sur une thématique qui était le plurilinguisme sans frontières, les langues sans frontières, le plurilinguisme. Et puis après, en 2016, on a fait Bruxelles, c'était le plurilinguisme et créativité. Et les dernières à Bucarest, en 2019, c'était sur le plurilinguisme dans le développement durable. Et à chaque fois, c'est très important de le dire, à chaque fois, bien qu'on essaye d'adopter un angle d'approche spécifique, mais très très large, à chaque fois, on revisite en quelque sorte les grands axes qui sont les nôtres, à savoir l'axe politique, l'axe éducatif, culturel et économique et social. Donc c'est tout, à chaque fois, on rebat les cartes, on réexamine un petit peu tout ça. Et les prochaines auront lieu en Espagne, à Cadix, en 2022. Et là, ce sera les enjeux du plurilinguisme. Je dirais, ce n'est pas nouveau parce qu'on travaille sur les enjeux depuis le début. Mais c'est 2 points entre diversité et universalité. Donc, à chaque fois, ce sont des très, très, très grands sujets. Voilà. Et ça, alors, bon, bien évidemment, l'observatoire vise la communication. Et l'instrument de communication principal, c'est non seulement il y a les assises, mais il y a surtout le site Internet, qui est un site qui forme un tout. Il y a un site Internet qui comporte aujourd'hui plus de 15 000 articles, dont à peu près, il y a 35 à 40% qui touchent au domaine de la recherche et je dirais 40 à 45% le domaine de la revue de presse internationale, bien évidemment. On est en 5 langues. Et puis, l'autre aspect de la communication, c'est une lettre qu'on publie, une lettre d'information que l'on publie à raison de 5 exemplaires par an et qui diffuse à peu près à 20 000 exemplaires. Et ça, c'est une lettre qui comporte toujours un éditorial extrêmement politique, qui est à la fois scientifique et politique, parce que je dirais, on n'est pas dans l'invocation, on est beaucoup plus dans l'argumentation que dans les professions de foi. Et donc, en même temps, c'est politique et très combatif, mais on s'appuie depuis toujours sur des travaux, sur l'argumentation et sur la recherche.
Donc, alors, l'autre mission de l'EOP, c'est, enfin, du dernière, c'est la médiation, ou je dirais la stratégie d'influence. Je dirais, on essaye de s'insérer dans les circuits de décision, que ce soit les circuits gouvernementaux au niveau national, ou que ce soit les circuits européens, notamment au niveau des institutions européennes. Parce que là, notre combat européen, c'est évidemment de rééquilibrer les langues au niveau européen et de revenir, je dirais, aux sources de l'Union européenne qui reste le plurilinguisme. Comme disait une ancienne commissaire de l'éducation de la Commission, le plurilinguisme, c'est l'ADN de l'Europe. Et c'est un ADN qui est bien malmené depuis un certain nombre d'années. Voilà. Maintenant, disons, dans les projets, je vais être très court. Je viens de parler de l'observatoire, du site. Il est évident que le site entouré de réseaux sociaux, puisqu'on est aussi sur Facebook, sur Twitter et sur LinkedIn, notre audience augmente de manière à peu près régulière, et donc c'est un objectif, c'est d'augmenter notre audience, avec ce que ça implique par rapport aux médias, bien évidemment. Bon, un autre objectif qui est tout à fait fondamental pour nous, c'est toujours été un des points forts de notre action, c'est le domaine de l'éducation. Et ça, c'est de l'éducation, c'est de la maternelle à l'université. Et dans le domaine de l'éducation, il me semble important de dire que on défend mordicus, je dirais, la langue française et l'enseignement des langues, de la langue française, qui a perdu beaucoup, pour un certain nombre de raisons, peut-être on y reviendra, au cours des 50 dernières années. Et donc ça, c'est un combat en soi qui s'insère en fait dans le plurilinguisme. Et bien sûr, pour la diversité des langues, on combat pour la diversité des langues dès le plus jeune âge, pour l'enseignement des langues diversifiées dès le plus jeune âge. Jacques Lang, qui avait été au moment du développement de l'éducation précoce, avait voulu pas à la maternelle, mais dans le primaire, que l'enseignement des langues ne soit pas polarisé entièrement par l'anglais. Or, ce qui s'est passé, c'est que, pour tout un ensemble de raisons, c'est l'anglais qui a pris le dessus très rapidement, jusqu'à représenter à peu près 98% de l'enseignement des langues dans le primaire. Bon, et alors… Comment s'exerce, excusez-moi, Christian, comment s'exerce par quels moyens vous faites pression pour justement promouvoir le français? Est-ce que c'est par les études oui, alors nous, bon, je dirais, on a publié, bon, mais ça, je dirais, c'est une contribution, c'est un travail intellectuel, mais on a d'autres moyens. Et là, on est… Lesquels? Je le dis tout de suite. Par exemple, je disais que notre action dans le domaine de l'éducation, ça va de l'école, du primaire jusqu'à l'université. En 2013, il y a eu la loi sur l'enseignement supérieur et la recherche, la loi dite Fioraso. À cette époque-là, il y avait donc la législation qui était en vigueur, c'était la loi Toubon, et qui, quand même, restreignait d'une certaine manière la possibilité d'utiliser l'anglais ou les langues étrangères dans l'enseignement à l'université. Le but, il y avait l'article 2 de cette loi avait comme but de libérer en quelque sorte la possibilité d'enseigner en anglais. Mais, alors, je ne dis pas que nous-mêmes, on défend complètement, mais très fortement l'enseignement international. Par conséquent, en soi, on n'est pas du tout contre le fait d'utiliser les langues dans des matières non linguistiques. L'enseignement international, si vous connaissez un tout petit peu en quoi consiste l'enseignement international, par exemple, Saint-Germain-en-Laye, il y a des sections internationales en France, mais les sections européennes relèvent de la même logique. Une partie de l'enseignement peut être délivrée, peut être dispensée dans une langue étrangère, à condition bien sûr que les élèves aient le niveau nécessaire. Bon, là, ce qui se passait, c'est qu'il y avait une très forte pression pour que l'enseignement soit entièrement en anglais. On a beaucoup bataillé avec un certain nombre d'hommes politiques, dont d'ailleurs Jacques Lang, mais Jacques Attali, etc., beaucoup d'autres, pour que la loi ne prouve pas cette libération. Or, c'est vrai effectivement que finalement, ce qui a été voté, c'est un texte tout à fait modéré et qui permet
le développement d'un enseignement, une sorte d'enseignement international, mais qui n'exclut pas la langue française. Or, depuis ce temps-là, le nombre de sections de cette nature, de ce type-là, ont 100% en anglais, sans conditions de français à l'entrée, ni conditions de français à la sortie, de manière donc absolument contraire à la loi, se sont néanmoins développées. Donc on travaille là-dessus et actuellement, les moyens malheureusement que nous avons sont quand même un tout petit peu limités. Il y a des moyens d'influence que l'on a par les relations qu'on a avec les universitaires. On a fait, en novembre 2018, on a fait un grand colloque qui s'est passé, sur 2 jours qui s'est passé, pour le premier jour à l'école polytechnique. C'était un grand partenariat avec l'école polytechnique, et le deuxième jour à l'université Paris 7, qui est aujourd'hui l'université de Paris. Mais ça, je dirais, c'est l'influence. C'est l'influence, le travail intellectuel, la réflexion stratégique. Mais on a actuellement une action juridictionnelle au tribunal administratif de Dijon contre une université qu'on a pris un petit peu au hasard pour mettre en cause les formations qui sont pour 100% en anglais. Donc, on espère avoir une issue d'ici la fin de l'année, mais c'est un débat extrêmement important qui est: est-ce qu'on va appliquer la loi ou est-ce qu'on va continuer à la violer ? Voilà. Et donc, voilà le volet éducatif. Donc, pour nous, c'est un enjeu tout à fait considérable. Et l'autre enjeu, l'autre aspect, je l'ai un petit peu abordé, c'est le troisième aspect dans nos projets, je dirais, c'est l'aspect institutionnel. Notre bagarre, je dirais, notre champ, c'est les institutions européennes, où là, avec la présidence française qui vient dans 6 mois, on espère gagner sur tout un ensemble de sujets. Je ne vais pas détailler maintenant. Si vous avez des questions, je pourrais y répondre. Mais pour rectifier l'équilibre. Je termine là-dessus. Oui. Depuis quelques années, depuis maintenant 2016, on a développé une coopération très importante avec l'Afrique, avec les pays africains, et on participe régulièrement maintenant à des colloques et on publie beaucoup d'ouvrages qui concernent les langues en Afrique, en considérant d'ailleurs le français et l'anglais et même le portugais comme des langues africaines. Mais c'est un très très grand sujet aussi, de savoir comment les choses vont réellement se passer. Je dirais, le français n'est pas vraiment menacé en Afrique, l'anglais non plus, mais ce qui est le plus menacé, ce sont les langues locales. Et donc là, on a une grosse réflexion sur les politiques à mener pour à la fois permettre, je dirais, l'usage des langues internationales, et nationales et internationales, comme le français est à la fois national et international, mais en essayant quand même de préserver autant que possible les langues locales et d'élever le niveau d'éducation, de contribuer en tout cas au développement de l'éducation en Afrique. Bon, je m'arrête là-dessus, mais il y a beaucoup de choses à dire sur ce terrain-là. On aura l'occasion de l'échanger. Juste, le site, l'adresse du site qui est très riche, je le consulte assez régulièrement. Quelle est l'adresse du site de l'Observatoire? Ah oui, c'est bon, alors c'est 3W déjà. Oui. Point, observatoire plurilinguisme, en un seul mot, attaché, point EU. C'est tout. Bien. Voilà de quoi sinon, on fait observatoire et plurilinguisme sur moteur de recherche, on est sûr de tomber dessus. Très bien, voilà de quoi, en tout cas, alimenter notre réflexion et aussi poser les jalons d'une collaboration éventuelle entre les diverses associations d'écrivains, dont évidemment le Pen Club français. Alors, évidemment, notre hôte n'a pas pu se joindre à nous, mais donc, je crois que si on peut ouvrir d'ores et déjà le débat, notamment, j'aimerais que les personnes qui ne sont pas intervenues et qui viennent d'ailleurs, je pense, à des écrivains qui sont de l'autre côté de l'Atlantique ou des participants qui sont de l'autre côté de l'Atlantique, je les invite à poser les premières questions, à rebondir sur l'ensemble du colloque s'ils l'ont suivi jusqu'ici, ou à rebondir sur ce qui a été dit jusqu'ici, soit par moi ou par Christian Tremblay, président de l'Observatoire européen du plurilinguisme. Je pense à Madeleine Monette, qui est écrivaine québécoise et qui nous écoute. Peut-être a-t-elle une réflexion, une question à poser. Madeleine, est-ce que vous m'entendez? Non? Fulvio? Oui. Alors moi, je suis un faux Québécois
je connais bien et j'apprécie beaucoup Madeleine Monette. Je vais faire le québécois, si tu veux bien. Non, 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 non. Non, mais parce que j'ai un truc j'ai un truc à dire concernant nos amis québécois, justement. Et même plus que ils peuvent parler, ils ont une langue. Non, mais moi, je veux entendre ce que Sylvestre a dit. Non, mais bon, alors, bonjour, Madeleine. Oui, ça, en deux mots, je voudrais rappeler simplement qu'avec nos amis, on va faire large, du Canada, mais en fait québécois et aussi acadiens, hein, des provinces maritimes. Oui. Nous avons avec toi, d'ailleurs, Fulvio, et quelques autres poètes, là, il s'agit c'est pour faire suite à ce qu'on vient d'entendre, que Christian Tremblay a très bien développé. Nous avons, dans les mêmes périodes, 2004, 2005, 2006, créé, tu en étais avec d'autres et des amis de l'autre côté de l'Atlantique, la nouvelle Pléiade qui avait exactement, mais par des poètes et non pas des linguistes, les mêmes objectifs exactement que ceux qui viennent d'être énoncés par Christian Tremblay. Oui. Nous avons d'ailleurs fait beaucoup de choses. Nous avons bataillé pour le plurilinguisme. Nous avons obtenu des liens de partenariat avec l'Organisation internationale de la francophonie. Nous avons décerné le Grand Prix Saint-Gore, etc. Nous avons été en Afrique, nous avons été un peu partout. On a fait venir des gens de l'autre côté de l'océan. On a donné même un des grands prix à Fernand Ouellette, un grand poète québécois, etc. Bon, alors, simplement pour dire qu'effectivement, on a bien ressenti tous, qu'on soit poète, linguiste ou autre, à cette époque-là, un basculement. Donc, il fallait réagir. Nous l'avons fait. Alors, je reviendrai tout à l'heure sur une parole de poète, mais un peu plus tard. Mais je voulais simplement dire ça pour dire qu'il y a eu ce même sentiment d'une nécessité, d'une importance et d'une urgence à réagir à cette époque. Voilà, je ferme la parenthèse. Je ne suis pas long, tu vois. Oui, très bien. Alors, Madeleine, vas-y. Oui, il y avait beaucoup d'amis. Il y avait Jean-Philippe Reich, il y avait Hélène Dorion, il y avait d'autres personnes de l'autre côté de l'océan. Tu t'en souviens, Fulvio? Oui, je m'en souviens. Alors, justement, si Madeleine, voulez-vous réagir? Oui, mais moi, j'ai pas pu suivre le début du colloque. Je suis là juste aujourd'hui. J'ai été prise chaque fois à midi. Pour nous, c'est à midi et c'est plus difficile. Mais alors, je suis là surtout pour vous entendre, pour apprendre, pour m'informer, pour réfléchir avec vous, là, mais surtout pour vous écouter. Très bien, très bien. Il faudrait peut-être lui rappeler à Madeleine qu'elle peut consulter les vidéos des précédentes interventions via YouTube. Oui, j'ai vu ça et dès que je pourrai, je le ferai. J'ai reçu les liens et je vous en remercie beaucoup. D'ailleurs, j'ai reçu des liens par mail. Merci. Très bien. Est-ce que peut-être d'autres personnes qui ne sont pas intervenues, je pense à une membre du PEN Québec, Evelyne Abitbol, que je vois, que je connais, souhaite-t-elle réagir? Elle est entre l'Espagne et le Québec, je pense. Tout à fait. Alors, je suis en ce moment en Espagne. Je crois que vous êtes membre du PEN Club québécois. Oui, je suis membre du PEN Club. Et vous avez défendu à bec et ongle un des journalistes, des écrivains d'Arabie, qui est prisonnier en Arabie Saoudite également. Voulez-vous réagir? Non, moi, je rebondis sur ce que vous venez de dire sur le PEN Club et Raif Badawi. Oui, on le défend au Québec et je coordonne toute sa défense avec Win Cutler, l'avocat de Raif. Mais le PEN Club, justement, a remis un prix à Raif Badawi à ce moment-là. Non, je n'interviendrai pas sur les autres colloques parce que j'ai eu l'occasion d'écouter le dernier à moitié parce que j'ai dû partir sur un autre Zoom. D'accord, très bien. Mais je vais écouter. Très bien, très bien. Alors, Monique qui lève la main. Monique, à toi la parole. Merci, Evelyne. Merci, Fulvio. J'ai une question assez précise pour M. Tremblay. J'ai vu passer au moins 2 fois, et venant plutôt de l'Italie, le questionnement, à savoir, puisque le Brexit fait que les Anglais nous ont quittés, donc peut-être la langue anglaise, qu'il pourrait y avoir une sorte de mouvement ou de débat pour que le français devienne langue prépondérante pour l'Union européenne. Ça serait une très mauvaise chose. Mais je pose la question, d'autant plus que nous allons avoir la présidence. Enfin, quand je dis prépondérante, ça peut être de reprendre une certaine importance. Il y a 11 langues qui sont reconnues.
Je n'ai pas dit que les autres n'allaient pas être connus. Et ça venait des Italiens, c'est ça qui m'a frappé aussi. Oui, écoutez, alors, donc, il y a 24 langues officielles. Hein, 24. Il y en avait 11 défendues par le Parlement, en tous les cas. Oui, enfin, en tout cas, je dirais les langues officielles sont fixées dans le règlement numéro 1. Oui. Hein, et en fait, il y en a 24, en fait. Bon. Et la commission avait réduit à 11 et après, elle n'a plus utilisé que l'anglais. Voilà. Oui, c'est ça, mais dans les 24, vous avez l'irlandais, le gaélique, oui, hein, oui, vous avez le comment donc alors en fait le Brexit ne change pas les langues officielles, contrairement à ce qu'on a pu lire, hein, parce que l'anglais reste langue officielle de l'Irlande et de Malte. Ces deux pays-là ont deux langues officielles. Hein, pour l'Irlande, c'est l'irlandais et l'anglais. Mais l'Irlande a quand même l'irlandais, hein, ou le gaélique, mais enfin c'est quand même l'irlandais. L'irlandais est devenu langue officielle, c'est-à-dire a été intégré dans le règlement numéro 1 de 1958, modifié bien sûr, a été intégré en 2005. Ça veut dire que de 1974 jusqu'à 2005, l'Irlande avait comme seule langue officielle l'anglais. Bon, donc elle garde l'anglais et Malte est rentrée dans l'Union européenne, en fait, avec deux langues, en fait, en réalité, avec l'anglais et le maltais. Voilà. Donc, il est évidemment, même si ça représente à peine plus de 1% de la population européenne, il est évident que, comme l'anglais reste langue officielle, parce que c'est la langue officielle de ces deux pays. Hein, et voilà. Et donc, voilà. Par contre, évidemment, on peut se poser des questions sur le caractère à ce point prépondérant de l'anglais, et de quel anglais s'agit-il en plus. Donc, alors combattre pour un rééquilibrage des langues, c'est une chose. Combattre pour que le français remplace l'anglais, je dirais, franchement, je crois que ça serait, enfin, il faut être assez modéré et humble. Hein, l'avenir du monde, pour être simple, c'est pas du tout la langue unique, c'est le plurilinguisme. Et par conséquent, il faut que les Français, les francophones, se battent pour le plurilinguisme. Bon, maintenant, effectivement, le français est une grande langue internationale et elle doit le rester. Il n'y a aucun problème là-dessus. Donc voilà, il faut récupérer quand même du terrain au niveau européen et je crois que ça sera très, très bien pour l'Europe. Il faut que les Allemands en bénéficient aussi, que les Italiens, les Espagnols aussi, etc. Hein, bon. Mais on a des tas de propositions là-dessus. Hein. On a beaucoup travaillé là-dessus et donc on a plein de propositions qui puissent rallier tout le monde. Hein. Mais en tout cas, on voudrait quand même voilà, que le plurilinguisme soit une réalité européenne et qu'on se reconnaisse dans ce plurilinguisme. Message reçu 5 sur 5, Christian. Alors justement, je vais donner la parole peut-être à Marianne Ranke-Cormier qui est allemande d'origine et qui milite justement pour la promotion des valeurs européennes. Est-ce que Marianne est là? A-t-elle envie de réagir? Oui, je suis là. Merci. Je suis avec beaucoup d'intérêt votre visioconférence. Et je suis très intéressée par le plurilinguisme, justement, et par tout ce qui concerne, effectivement, ce qui fait la richesse de l'Europe. Hein. Alors, je sais que vous êtes une militante de l'Europe, convaincue, et vous êtes très active dans diverses associations qui veulent justement faire des valeurs de l'Europe le cœur oui. Mettre à jour les valeurs de l'Europe. Alors, que faites-vous à cet égard? Alors, en fait, nous avons déjà, d'une part, nous sommes effectivement, moi, ça fait 30 ans que je suis engagée dans de l'associatif politique européen ou trans-européen, avec toujours le même objectif d'éviter le monolinguisme. Donc, en fait, tous nos sites ont toujours été des sites qui ont été traduits en plusieurs langues. On avait un site média dans les années 2004-2010 qui était traduit en 5 langues différentes. Voilà. Donc, en fait, on a vraiment, même dans le cadre de notre engagement associatif au niveau européen, donc il y a eu plusieurs structures. Hein. Il y a eu 2 partis politiques transeuropéens. Il y a un think tank actuellement qui s'appelle le LIB 2040.
qui publie une publication qui s'appelle le GIB, le Global Europe Anticipation Bulletin, le bulletin global d'anticipation politique en fait, et qui est publié en 5 langues européennes. Donc c'est quand même un énorme travail, et toujours avec cette perspective de se dire que pour comprendre et pour faire comprendre ce que sont les valeurs et ce qu'est l'Europe, ou même sur d'autres continents, il faut pouvoir parler dans la langue des gens, des citoyens. Et la langue des citoyens, eh ben, ce n'est pas une langue unique, c'est une langue, c'est du plurilinguisme, et il faut être capable peut-être en tant que responsable, il faut être capable de pouvoir communiquer dans plusieurs langues. Voilà. Donc, on avait aussi une politique, on a défendu beaucoup les politiques en matière d'éducation sur l'apprentissage des langues étrangères à l'école. Et ensuite à partir de l'école d'ailleurs. Et voilà, on a défendu beaucoup de programmes dans ce sens-là, et on soutient beaucoup d'associations, pas mal d'associations aussi qui sont des associations de défense du plurilinguisme en Europe. À travers ces structures-là. Malik, j'ai une question pour toi. Christian Tremblay évoquait le travail et la nécessité, l'urgence aussi de défendre les langues africaines. Ah, tu es sénégalais d'origine, tu es fier de ces appartenances. Comment tu reçois justement, vous avez reçu plutôt, puisqu'on est dans un espace public, les réflexions, les interventions de Christian Tremblay, le travail qui reste à faire. Comment vous l'évaluez? Puisque vous animez au sein du Pen Club français le comité de la francophonie avec Philippe Pujas notamment. Mais ouvrez votre micro. Malik, voilà, parfait. Cet esprit, nous l'avons développé bien longtemps, et avant d'arriver même au Pen Club français, parce qu'en fait, en Afrique, nous avons développé avec Léopold Sédar Senghor ces problématiques depuis longtemps qui se posaient, parce que les gens, la force de la langue française réside en Afrique, par exemple, dans les pays francophones. C'est nous qui amenons la richesse à la langue française. Nous amenons beaucoup de choses à la langue française, mais au détriment de nos langues locales. Oui. Alors, comment justement les préserver? Qu'est-ce qui se passe au Sénégal? Je sais que vous y allez régulièrement. Est-ce qu'il y a des mouvements il y en a, certes, mais dans quel état sont-ils? Quelles sont les initiatives qui sont prises à cet égard? Peut-être que c'est une question un peu banale que je vous pose, mais... Depuis plus de 30 ans, les langues sont écrites, sont enseignées à l'université. Les langues, il y a plus de 7 langues qui sont étudiées à l'université. Et même à l'Assemblée nationale, on a permis aujourd'hui, après le départ de Senghor, de parler les langues locales en utilisant l'alphabet commun, l'alphabet français, pour écrire nos langues. Très bien. Ouais. Très bien. Bien, est-ce que... Merci. Lio, je voudrais dire quelque chose, si tu Oui, oui. Antoine, est-ce que tu peux ajuster ton écran? Monsieur Tremblay, je voudrais vous poser une question. C'est à propos de l'identité conceptuelle de chaque langue. Est-ce qu'il vous est arrivé de travailler sur ce sujet et est-ce que vous envisagez de le faire? C'est-à-dire de réfléchir à de quelle idéologie et de quelle manière d'aborder le réel est porteuse chaque langue. Il y a un travail là que j'ai quelquefois lu chez quelqu'un comme Chomsky, par exemple, qui a esquissé quelque chose là-dessus. Et j'aimerais bien savoir si vous, dans l'observatoire qui est le vôtre, vous vous interrogez sur, non pas quelque chose qui serait rigoureux totalement, parce que, bien évidemment, tout ça évolue au fur et à mesure du temps, mais il y a quand même une prédisposition de chaque langue, compte tenu de ce qu'elle est, à dire le réel d'une certaine façon. Et j'aimerais que vous me disiez si éventuellement, seriez la manière dont chaque langue
est susceptible de rendre compte du réel, c'est un domaine qui vous intéresse. Par exemple, on dit souvent, si vous voulez, que l'allemand est une langue philosophique, ce que je crois volontiers, compte tenu de la manière dont il est conçu. Le français est une langue conceptuelle, évidemment, et que l'anglais est parfois moins conceptuel que le français ou l'allemand. Et réfléchir sur ce qui caractérise le rapport au réel de chaque langue, est-ce que ça fait partie de votre travail? Oui, tout à fait. C'est même, je dirais, bon, j'en ai pas parlé pour présenter l'EOP, mais c'est vrai que c'est un axe de réflexion que personnellement je considère comme tout à fait essentiel. Bon, c'est très compliqué, très complexe, hein, dans la mesure où, je dirais, c'est très difficile de parler de l'identité réellement d'une langue. Hein. Je pense qu'il y a un des premiers philosophes qui ait véritablement posé la question dans ces termes-là, c'est l'italien Vico. Et pour lui, il faisait de la diversité des langues, je dirais, le résultat, en fait, d'une certaine expérience historique. Bon, ça rejoint des débats qui sont déjà très anciens sur la langue d'origine, etc. Bon, la langue parfaite. Eco a aussi beaucoup travaillé sur le sujet. Donc la question de l'identité de la langue, c'est extrêmement compliqué. Ce qui est sûr, c'est que il y a une expérience historique, et tout le monde, la planète, les populations qui sont réparties sur la planète ont des expériences extrêmement variées. C'est ça qui produit la diversité. Hein, bon. Et bon, il faut quand même aussi resituer tout ça à la lumière de la démographie historique. On n'a jamais atteint autant de population humaine sur Terre, et donc plus la population augmente et plus la diversité, en fait, se recrée. Elle est à la fois, ça pousse vers la diversité, mais en même temps, tous les moyens techniques de communication mènent à une sorte de rassemblement. Ce qui veut dire que la véritable identité des langues, je dirais, c'est presque, excusez-moi le mot, mais c'est un peu le corpus de la langue. C'est-à-dire, toute l'œuvre, je ne parle pas d'un corpus purement informatique comme on pourrait en matière utiliser en termes de recherche linguistique, mais c'est à la fois l'histoire et toute la production culturelle, historique de ces langues-là. Alors effectivement, je pense, a priori, il faudrait relire. J'étais en train de relire Leibniz il y a quelques jours là-dessus, hein, et je dirais, on peut pas dire que l'allemand a un ADN qui fait que c'est une langue philosophique, parce que de son temps, il considérait que la langue allemande avait beaucoup de progrès à faire. Hein, énormément. Bon, ce qu'elle a fait. Donc, si on prend la langue française, il faut relire un peu l'histoire de la langue française et constater qu'effectivement, elle a été produite très largement. Alors, par les écrivains, par les poètes, mais aussi par les légistes, par les philosophes, etc. etc. C'est d'abord une langue écrite qui ensuite est devenue par l'éducation, etc. Donc, ces caractéristiques, elles ont été produites par tous ces gens qui ont travaillé là-dessus. Et je rappelle au passage que c'est très important pour ça, c'est de dire que la langue française n'a quasiment jamais coïncidé avec le royaume de France. Hein, parce que, je dirais, on résume parfois l'histoire en disant, ouais, c'était le petit royaume, là, l'île de France, et puis qui a conquis par la force tous ces territoires. C'est comme ça que la langue française s'est développée. Ce n'est absolument pas comme ça que les choses se sont passées. Hein, mais néanmoins, c'est un travail de lettré. La langue française. Alors, on pourrait parler de la langue italienne, qui a encore une autre histoire, mais justement, il n'y a pas d'identité au sens, je dirais, je cherche le terme, comment dirais-je, une sorte de substantialisme linguistique. En fait, ça n'existe pas. Hein, voilà, ça, merci Christian, voilà, qui est très convaincant. C'est passionnant, d'autant que cette année, nous célébrons le 700e anniversaire, comme je l'avais dit par le passé, de la mort de Dante. Et effectivement, il évoque dans son De Volgari Eloquentia, qui est son art poétique, la manière dont il a construit l'italien à partir des langues de cours, des 11 cours importantes, dont les cours donc du Midi français, bien sûr. Non? Et de ce mélange, de ce croisement, il a inventé l'italien, tout simplement. Ô combien Shakespeare
a fait la même chose également. Enfin, John Florio, si on file la métaphore du traducteur lexicographe. Bon, cette construction, elle a été tout l'apanage des écrivains aussi, bien sûr, qui l'ont élevé en le fixant à travers l'écrit. Cette transformation-là est remise en question aujourd'hui, d'une certaine façon, par la multiplicité des médias, des médiations, qui l'enrichissent, mais aussi qui peuvent l'appauvrir. C'est un peu à ce croisement que nous sommes. Mais je crois qu'il y a quelqu'un Evelyne Abitbol qui a voulu intervenir Oui, j'ai voulu intervenir, Fulvio, parce que la dame, je crois que c'est Marianne Cormier qui a mentionné le plurilinguisme. Vous êtes en Europe et bien sûr, vous êtes dans cette mer de multilangue 24, vous mentionnez tout à l'heure. Nous, au Québec, on est dans une mer nord-américaine et on préserve la langue française, mais tellement fort. Et lorsqu'on voit ce qui se passe en France, et de grâce, ne nous laissez pas tomber. Nous tentons tellement au Québec de préserver notre langue. Et lorsque j'écoute la télévision et tout le reste en France, je vais m'arracher les cheveux d'entendre toutes ces expressions anglaises qui s'intercalent dans des conversations, etc. Alors oui, pour le plurilinguisme, etc., mais la préservation de la langue française est primordiale. Voilà, c'était une remarque. Merci. Merci. Christian, vous vouliez rebondir? Oui. Bon, déjà, je réponds à Madame Abitbol. Oui, ben, de toute façon, c'est un souci chez nous. J'en ai pas parlé, mais on a ouvert un site annexe qui s'appelle 10 mots par mois, sur les 10 anglicismes par mois. Hein, c'est un nouveau dictionnaire des anglicismes en quelque sorte et des néologismes. Et je dirais, on travaille énormément aussi sur ce sujet-là. Bon, mais ça c'est un combat, et bon, voilà, c'est ainsi. La question je reviens à ce que disait Antoine Pierre sur la relation des langues avec le monde réel. Ça, c'est une réflexion absolument capitale. Hein. Qui aurait dû nous développer justement Hans. Mais oui, bien évidemment. Si évidemment on se représente le monde réel comme un monde fini, hein, dans lequel il n'y a qu'une seule vérité, c'est sûr qu'on ne voit pas très bien l'utilité d'avoir plusieurs langues. Hein. Par contre, si on pense que le monde, ce n'est pas simplement une profession de foi, c'est quand même une réalité infinie, hein, et qui évolue infiniment, je dirais, là, ça offre, je dirais, on ne peut pas se permettre d'avoir une seule façon de penser le monde. C'est totalement impossible. C'est l'enjeu de notre actualité aujourd'hui. Voilà. Et l'enjeu de la diversité linguistique, c'est celui-là. Hein, voilà. Je pose une question en général, parce que c'était l'objet de ce colloque, hein, l'écrivain, droit et devoir, hein, ses droits et ses devoirs. Alors, pour conclure, parce qu'on arrive au terme de nos rencontres, est-ce que je crois que Barbara, comment, ceux qui veulent intervenir, je donnerai la parole à Barbara Boknik. Excusez-moi, oui, merci. J'égratigne votre nom. Comment voyez-vous justement à ce moment de croisement, justement, cette crise qui nous traverse et qui nous pose les questions de l'après, de l'avenir des langues, mais de l'avenir aussi de la littérature au sein de ces langues. Parlez-nous de vous. Vous êtes slovène? Oui. Bon. Alors, comment vous voyez justement votre langue et la langue française? Voilà, l'interaction entre les deux. En fait, je voulais dire quelque chose de très court oui, en écoutant M. Tremblay sur ses efforts de plurilinguisme. Oui, je suis slovène, mais j'ai étudié en France et en Belgique, donc je suis francophone et un peu combattante de la francophonie ici aussi. Mais un point très court, c'est des réseaux sociaux qui sont tous viennent du monde anglophone, commencent à
annuler la possibilité de voir le texte en langue originale. C'est-à-dire qu'avant, n'est-ce pas, je pouvais lire mes amis français leurs textes en français ou en croate ou en, je sais pas, en italien, toutes les langues que je lis. Alors que maintenant, on vous donne directement le texte en anglais, traduit en anglais. Donc, il faut appuyer sur la mention voir l'original pour revenir à la langue d'origine. Ce qui m'embête beaucoup, c'est quelque chose qui s'est passé récemment et je pense que vraiment, il faudrait réagir au niveau de l'Union européenne parce que c'est très important comme véhicule de la communication moderne, quelque chose qui relie des gens en traversant les frontières linguistiques. Alors, je trouvais ça vraiment choquant qu'on bannit notre expression originale quand on veut écrire. Enfin, parfois, moi, je mets des posts en français ou en plusieurs langues. Mais là, tout le monde est automatiquement traduit en anglais, ce qui est très pratique, par exemple, pour les langues que je ne lis pas, par exemple le grec ou je ne sais pas. Mais c'est très embêtant pour les langues que je lis bien et la traduction anglaise va complètement altérer l'esprit de ce qui a été dit. Quelle serait une initiative qu'on pourrait prendre, par exemple, en tant qu'écrivain? Je pose la question en ensemble. Est-ce que ce sera une... Fulvio, moi je voudrais répondre peut-être. Oui, ce sera mon mot de la fin, puisque... Oui, là, il y a une initiative que nous allons prendre, nous, c'est Pen Club français. Nous voulons travailler, et il y aura dans la deuxième partie de l'année un colloque qui va rassembler plusieurs associations d'écrivains sur le thème de la réflexion de la manière dont les GAFA organisent aujourd'hui les débats. C'est-à-dire le poids qu'ils ont dans la tenue des débats, que ce soit les débats intellectuels, que ce soit au fond les réseaux sociaux tout simplement, comme Barbara Pogagni vient de le dire, et qui imposent au fond non seulement des modes de pensée, mais aussi des modes d'intervention. Et je crois que notre objectif à nous, Pen Club, c'est d'essayer de réfléchir à la manière dont les écrivains aujourd'hui peuvent se défendre en face de ça pour garder non seulement leur langue, mais je dirais leur manière de penser, leur type d'expression, et ne pas se faire raboter, aussi bien au plan linguistique qu'au plan culturel, beaucoup plus généralement. Ça veut dire qu'il ne faut pas que dans le domaine de la langue, comme dans le domaine de la culture, ils imposent des formes, des mécanismes, des schémas qui, au fond, excluent la diversité créatrice des langues. Et c'est sur ce point que nous voulons organiser un colloque. Nous le faisons avec Laurence Patton, qui travaille avec moi à la préparation de ce colloque. Et je dois dire qu'on est en train d'amasser pas mal de documentation, pas mal d'intellectuels qui vont contribuer à cette réflexion. Et c'est une des choses que le Pen Club va faire. Je voudrais en prendre un deuxième exemple. Lors de notre dernière rencontre, David Ferré avait insisté sur l'importance de la traduction. Oui. Évidemment, si on veut respecter cette diversité des langues, la traduction est essentielle. Et je voudrais vous annoncer que le Pen Club va donc cette année, en cette année de son centenaire, décider d'attribuer des prix par genre littéraire à des traductions. Et donc, nous allons donner à la traduction une reconnaissance nationale peut-être plus importante en essayant de fixer les meilleures traductions en matière de poésie, en matière de fiction, en matière d'essai, de façon à ce que, si vous voulez, on réfléchisse au prix de ces traductions et à l'importance qu'elles ont. Nous avons dit la dernière fois que les traducteurs sont des créateurs, quasiment au même titre que les écrivains. Et en écrivant, en passant d'une langue à l'autre, ils passent au fond d'un mode de conception du réel à un autre mode de conception du réel, qui évolue bien sûr, hein, comme vous l'avez dit, Monsieur Tremblay, et qui n'est jamais figé, jamais fixé. Mais en même temps,
pour nous, c'est très, très important de prendre en compte la manière dont la langue évolue et se transforme. Et puisqu'on a parlé tout à l'heure, Fulvio a lancé que Dante avait été le créateur de l'italien. C'est un peu plus compliqué que ça. Si on lit je sais bien, mais bon. Attendez, je termine. C'est un passage à l'écrit qui est important. Si on lit le livre de Marcel Cohen, je sais bien qu'il date, mais il est d'une très grande importance. Il s'appelle Histoire d'une langue, le français. Marcel Cohen, dans ce livre, Histoire d'une langue, le français, montre très bien comment notre langue française est le fruit d'une histoire complexe, où les écrivains ont joué un rôle considérable, évidemment, où les juristes ont joué aussi un rôle important, et tous les lettrés ont joué un rôle important, mais où le peuple a aussi joué un rôle important. C'est-à-dire les pratiques populaires, les pratiques de rue. Quand on interroge aujourd'hui ceux qui sont à la tête des dictionnaires, des principaux dictionnaires, qu'est-ce qu'ils vont rechercher d'une année sur l'autre? Eh bien, des modes d'expression qui appartiennent finalement au peuple français et qui, dans la réalité, petit à petit, se font jour et donc ont le droit de citer dans le dictionnaire une année alors que ce n'était pas le cas l'année d'avant. Et donc, c'est le fruit d'une pratique qui est analysée par ces créateurs de dictionnaires. Et je crois que prendre en compte le fait que la langue est le fruit de cette collaboration complexe entre écrivains, lettrés et peuple, c'est quelque chose d'absolument essentiel. Oui, tout à fait. Le peuple, évidemment, est capital. Sylvestre et puis Malik veulent intervenir. Sylvestre, merci Antoine. Moi, oui, alors donc, oui. Donc oui, d'abord, merci beaucoup pour avoir organisé ce cycle. J'ai bien apprécié l'intervention de M. Tremblay et les autres d'ailleurs, hein, de notre amie québécoise et puis de Madeleine Monette et puis de Barbara Pogani. C'était très intéressant. Je ressens tellement à la fin de ce cycle qu'on ne devrait pas être à la fin de ce cycle pour la raison suivante. Je pense que puisque nous sommes des écrivains sans frontières au PN Club de France et partout dans le monde, nous devons donner davantage dans ce type de réflexion la parole aux écrivains, qu'ils soient romanciers, essayistes et poètes. Je voudrais conclure ma dernière intervention sur cette thématique par le fait de dire qu'au fond, il y a bien une langue qui, à notre avis, en tant que poète, est universelle, c'est la langue de la poésie. Je dirais que Orphée est métis. Hein. On avait dit Orfeo Negro, mais il est davantage encore même métis de toutes les langues, de tous les peuples. Et je voudrais vous dire ceci. Orphée, tel est le nom du poète. Sait-il qu'il métamorphose l'être? Sait-il qu'avec sa langue, il invente le monde, enchante et active la vie, les passions? Francis, lui, le sait, Ponge est son nom, ambassadeur du grand littré. Il fait parler un monde muet. Dans la nuit du logos imparfait, il énonce, il assonance, il associe, pour qu'enfin, en leurs racines profondes, se retrouvent et se confondent les choses et leurs formulations. De son verbe, le poète bouleverse le monde, pèse indifféremment sur l'air et sur tous les éléments. Il étreint le silence aussi bien dans la langue de l'outre-temps, transmet des secrets transparents. Il se dénude, bel Apollon, s'offre à la passion des hommes, traduit la langue pythonisse. Entre les mots, entre les lignes, il convoque les pierres et les astres, la lave et le feu des volcans, jette une couleur sur la terre où s'accrochent l'herbe et le vent, où naissent les bêtes sauvages. Il apprivoise la bête humaine, il s'approche d'elle en frère, lui transmet l'appel, et la langue s'oublie dans sa bouche. À la proue d'un bateau ivre, d'un hasard jamais aboli, par les mots jetés de sa bouche en cris rituels. Lancé de dés qui ne composent aucune langue à même d'éloigner la douleur, roulant entre voyelles les épaves d'un monde incompris. Surgissent ici et là les syllabes secrètes, longtemps ravalées dans la gorge, pourtant seule promesse vraie d'un lieu qui unirait et rassemblerait les hommes, murés dans leur terreur, leur donnerait l'harmonie, la couleur, la poésie. Bon, j'ai écrit ce petit texte pour vous, mes amis, mais je pense qu'en fait, si vous voulez, il y a beaucoup de poètes de par le monde, quelle que soit leur langue maternelle, qui ressentent ce que j'ai énoncé à ma manière et qui concourent à cette langue universelle, qui se comprennent entre eux. C'est pour ça que la traduction est fondamentale. Je terminerai par le fait qu'il y a une très belle écrivaine, poète et romancière, elle écrit des romans, elle m'en a parlé récemment, qui s'appelle Anne Laureau. Et elle a écrit un livre remarquable qui s'appelle Froissement, paru en 2019 aux éditions La Rumeur Libre. Je tire un extrait de ce livre qui est remarquable. Vous allez voir. Ce sont des petits textes assez michaldiens, mais qui sont quand même différents, parce qu'elle a sa singularité.
Alors, une page de ce livre, la page 31, qui s'intitule au pluriel « Tourments expressifs ». Je la lis. On a parfois le regard tourné vers le dedans. On y découvre des mots intérieurs retenus prisonniers. Ce qui en soi se replie et attend, enchâssé dans une zone d'improbabilité. Si d'aventure un pan s'ouvre, comme une brèche qui laisserait transparaître, ne serait-ce qu'un instant, le monde interne, une coulure brutale fait surface. Les mots, un par un, puis par paquets enchevêtrés, s'échappent à peine liquides. Et doucement, ils parcourent le temps. Ils vont vers ceux qui les prennent, se dirigent vers ceux qui les accueillent, envahissent des pensées et parfois même rejoignent d'autres corps. C'est ainsi que mes mots intérieurs ont noyauté mon chien, le piaf de ma voisine et un petit coin de pensée de mon amant. Ils y sont restés quelques mois et lorsque je suis repassé par là, ils m'ont rejointe. Sans prendre la moindre précaution, ils se sont engouffrés en moi, enrichis et déformés par leurs mots à eux, sifflements ou aboiements en prime. Ils m'ont donné des images supplémentaires de femmes, de pâtés, de vent ou de feuillage. Mes mots ainsi modifiés et complétés attendent désormais que je les libère une nouvelle fois. Je ne suis pas pressé, j'aime la façon dont ils se sont accolés à la nouveauté. Je les caresse chaque jour en pensant à ceux qui les ont rendus plus beaux, plus vibrants d'amour et d'attente, plus humbles de leur passage ici ou là, plus humains. Voilà aussi une autre manière de dire ce que nous faisons, nous bien poètes. Sûr, nous ruminons et nous relançons les mots. Voilà. Merci pour ces voyages orphiques, mon cher merci Sylvestre, qui sont la matière vitale de toute cette démarche, de cette réflexion. Merci à vous. Il faudra poursuivre. Déborder merci, sur Fulvio. la politique. Oui, on va continuer, Fulvio. Bravo. Oui. Alors, nous sommes au terme de cette rencontre qui se conclut. Malik voulait intervenir. Oui. Et bon, Malik, tu auras le dernier mot. Oui, un dernier mot. Si Antoine, hier, j'ai assisté à une rencontre où l'on traitait quelle substance la langue de la bouche apporte-t-elle à la langue de l'esprit? À qui posez-vous cette question? Hier, non. Hier, nous avons traité ici à Toubab Dialaw. Il y avait une soirée littéraire. Ah, oui. On demandait, la question, c'était quelle substance la langue de la bouche apporte-t-elle à la langue de l'esprit? Bravo. Et c'est un sujet très intéressant. Bravo. Oui. Il y a le souffle, hein? On voit le souffle. C'est la littérature orale qui nourrit la littérature écrite et des savants depuis au moins hier. Bravo. Merci Marie-Laure. Bien. Écoutez, il est actuellement 19h12. Nous sommes arrivés au terme de ce cycle qui a duré une heure chaque fois, un peu plus d'une heure évidemment, toutes les fois. Je tiens donc à remercier tout un chacun d'y avoir participé. Je remercie notre hôte Christian Tremblay. Je remercie également Hans Wiesmann qui m'a dit remettre cet rendez-vous. Il est désolé de ne pas être des nôtres. Il a essayé tout l'après-midi de se brancher sans résultat. Mais ce que je vous promets, c'est peut-être de faire un entretien et de le mettre en ligne sur le site du Pen Club ou sur le canal YouTube. Vous pouvez donc voir toutes les références des rencontres antérieures sur la chaîne YouTube. Je tiens à remercier Colette Klein qui a assuré la régie. Et je vous souhaite donc une bonne soirée, bon appétit. Merci. Et ne mangez pas trop de crêpes. Au revoir. Au revoir. Au revoir, merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.